Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon quatrième point lecture pour le mois de janvier. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 romans. Je vous parlerai tout d'abord du roman Les Dossiers du voile par Adrien Thomas. Je vous parlerai également de ma lecture de Les Aînés, les cycles corrompus par Serinia Howell. Je vous donnerai également mon avis, toujours chez Plume Blanche, sur Que la mort soit douce par Laetitia Danaé. Ensuite on parlera du dernier roman de Davide Morosinoto, La fleur perdue du chaman de K, donc Les cendres du serpent monde. Et du coup j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, puisque j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal de choses à dire sur chacune de ces lectures, pour certaines en très bon et pour d'autres en moins bon. Pour commencer du coup, Les Dossiers du voile par Adrien Thomas, il est sorti aux éditions Fleurus en début de mois, donc ici ce sont des épreuves non corrigées, la couverture est assez similaire en version définitive, mais encore plus jolie. Du coup c'est un titre que j'ai reçu de la part des éditions Fleurus. On est ici sur un titre qui se passe à Paris, c'est un roman fantastique destiné plutôt à un public jeunesse ou middle grade on va dire, donc sur la tranche à partir de 12 ans. Dans ce roman, en fait, on a le voile et il y a des créatures qui sont cachées, donc on dit qu'elles vivent en quelque sorte de l'autre côté du voile, mais en fait il y en a une très grande partie qui vivent dans la société normale, ça se passe à notre époque actuelle. Et donc nous on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mona, et Mona c'est la fille en fait d'une grande enchanteresse qui est assez importante à Paris. Et sa sœur Tia est policière à la brigade qui se charge en fait que il n'y ait pas trop de débordement du voile dans le Paris normal, et puis que les citoyens parisiens ne soient pas au courant de tout ce qui se passe. En sachant du coup que dans ce Paris particulier, on retrouve pas mal de créatures différentes. Trolls, on a des fées, on a donc des sorciers, des enchantresses, des nécromanciens, des loups-garous, des vampires, enfin voilà, pas mal de créatures quand même qui sont présentées. On a également des djinns, puisqu'en fait, donc Mona, elle a ses deux meilleures amies qui sont l'une une loup-garou et l'autre un djinn. Et donc elle, en fait, au départ elle vit sa petite vie pépère, sauf qu'il commence à y avoir pas mal de soucis qui se passent, et du coup sa sœur Tia qui est policière commence à être un petit peu débordée par les événements, il commence à se passer pas mal de choses. Donc voilà, ensuite on a une espèce de petite enquête qui est proposée. C'est un récit qui est un one-shot, donc un tome unique. Après l'univers laisse vraiment de la place pour d'autres aventures, donc ce serait pas impossible, mais en tout cas il peut tout à fait se lire en lui-même, et il se finit tout à fait tout seul. Donc voilà, j'aime vraiment bien ce que fait Adrien Thomas d'habitude, c'est pas le premier titre que je lis de lui, et ça fonctionne à nouveau très bien. Si jamais vous avez lu le roman, enfin la série de romans Le Paris des Merveilles par Pierre Pével, et que vous avez bien aimé Le Paris des Merveilles, je pense vraiment que Les Dossiers du voile peuvent vous plaire, puisque c'est un peu le même contexte dans le sens où ça se passe à Paris, et puis il y a un voile ou l'outre-monde dans Le Paris des Merveilles avec des créatures fantastiques de l'autre côté, où pareil dans Le Paris des Merveilles c'était aussi beaucoup des fées, des trolls, des magiciens, etc. Donc voilà, je trouve qu'il y a un petit peu des similitudes entre ces deux-là, même si Les Dossiers du voile, et puis il y a aussi le ton humoristique quand même qui est très commun entre ces deux univers et qui fonctionne très bien ici aussi. Après ce roman-ci se passe vraiment à notre époque actuelle, et puis c'est un public, ça vise un public plus jeunesse, mais voilà, c'est un titre que j'ai vraiment trouvé très sympa. Je trouve que ça fonctionne très bien, les personnages sont très chouettes, ça s'éloigne de beaucoup de clichés, ça démonte en fait pas mal de clichés je trouve de la littérature jeunesse et de la littérature avec des créatures aussi en règle générale, donc voilà, vraiment une chouette lecture, et je lui ai mis la note de 17/20. Ensuite je me suis donc lancée dans Les Aînés, le premier tome Les cycles corrompus par Serinia Howell aux éditions Plume Blanche, qui est l'un des 26 sélectionnés pour le PLIB. Clairement ce qui m'a donné envie c'est assez simple, c'est le fait que ce soit de la fantaisie adulte avec des dragons, voilà. Dans ce récit du coup on a en fait 8... Alors ils appellent pas ça des dragons, ils appellent ça des aînés, mais ça ressemble à des dragons. Donc en fait on a 8 aînés qui régissent ce monde là, et ces 8 aînés en fait fonctionnent par paire, donc on a vie et mort, feu et eau, nature et je sais plus quoi, et puis lune et soleil, ou étoile et soleil. Voilà, du coup on a comme ça des duos à chaque fois qui fonctionnent en fait en équilibre. Et on nous explique en fait qu'il y a 7 aînés qui vivent vraiment ensemble, et puis donc qu'il y a mort qui est un petit peu à part, puisque c'est celui qui est réputé comme amenant la mort, et qui du coup est considéré comme beaucoup plus funeste et beaucoup plus sombre. Et dans cet univers là en fait il y a des jeunes qui entendent un appel, et lorsqu'ils entendent l'appel ils se rendent à une tour,
et c'est parmi ces jeunes apprentis de la tour que les aînés en fait choisissent leur nouveau maître, alors en sachant que ce ne sont pas des maîtres dans le sens où ils les dominent, mais c'est en gros leur lien avec les humains si on veut. Et c'est également là-bas en fait que sont choisis du coup les maîtres pour mort, en sachant en fait que dans cet univers, si jamais ils décèdent, notamment si leur maître décède, et bien en fait ils redeviennent un œuf, un dragon, un bébé dans son œuf, et ils se lient à nouveau avec un nouveau maître, et donc ça forme un nouveau cycle. Pour la première partie en fait du roman, on a du coup l'histoire d'un jeune homme qui est appelé, qui est dans la tour et qui va du coup devenir le maître de Mor, donc d'Azeroth, ce qu'on voit très clairement venir, hein, et puis bon, vu la couverture c'est pas trop une surprise. Et donc ensuite, toute la première partie, donc à peu près les 200 premières pages du récit, dans cette première partie on découvre vraiment le lien entre ces deux-là. Et en fait c'est un récit qui est vraiment en trois parties très distinctes quand même, donc ça c'est pour la première partie. La deuxième partie on suit en fait un autre jeune garçon qui s'appelle Aymeric et qui est un ami de Dennorn, qui est le narrateur de la première partie. Lui en fait il ne devient pas apprenti aussi, enfin il ne devient pas maître aussi rapidement, et on va suivre ensuite toute son histoire et donc avec son point de vue à lui. Donc à nouveau une partie d'à peu près 200 pages. Et enfin la dernière partie qui fait également à peu près 200 pages revient vraiment en fait aux origines de tout ça, au premier dragon, en fait à la première aînée qui était donc Vi, qui a donné naissance à tous les autres, et leurs liens et comment est-ce qu'après ils ont décidé de se lier avec les humains, etc. Et donc voilà, c'est vraiment une partie on va dire origine. Malheureusement pour moi dans ce roman c'est vraiment cette construction qui a péché, dans le sens où le début était assez lent. Le début est assez lent, la première partie est assez lente, mais c'était plutôt intéressant. Et ensuite en fait tout le rythme qui commençait à vraiment se mettre en place est complètement cassé avec le début de la deuxième partie, puisque on revient tout d'abord sur des événements qui sont antérieure, sur ce qui s'est passé quand Dennorn et Azeroth en fait ont quitté la tour, etc. pour Aymeric avant que lui aussi devienne maître, etc. Enfin c'est quand même assez long, ça prend une bonne centaine de pages je pense avant qu'on se retrouve à peu près au même niveau que ce qu'on avait laissé dans la première partie, donc vraiment déjà c'était un rythme assez lent et j'ai pas très bien compris pourquoi ça avait pas été juste mélangé en fait en une seule partie. Je pense que ça aurait mérité d'être juste mis ensemble avec des chapitres alternés, quitte à ce que sur la fin il y ait plus de chapitres de l'un ou de l'autre, que ce soit pas des chapitres parfaitement 1 sur 2, mais voilà, je pense que ça aurait fait un rythme un peu plus agréable à suivre, plutôt que de vraiment tout casser pour repartir sur une introduction d'une histoire, etc. assez lente. Et pour ce qui est de la dernière partie des origines, vraiment j'ai trouvé ça extrêmement longuet et j'ai eu beaucoup de mal et c'est une partie que je crois que j'ai quand même lue en bonne partie en diagonale parce que vraiment c'était extrêmement long. Et il faut savoir en plus de ça que là je vous ai assez simplifié l'histoire et que autant donc tout l'univers est hyper intéressant, autant au niveau des noms c'est un enfer je trouve dans ce livre, c'est à dire que les 8 dragons comme je vous ai dit, donc vie, mort, étoile, soleil, nature, etc. ils ont également donc un nom différent, donc pour mort par exemple c'est Azeroth, c'est comme ça qu'il est présenté une très grosse partie du roman, et puis donc chacun des maîtres a lui-même un nom, et puis on nous parle des précédents maîtres, on nous parle des apprentis, on nous parle de plein de gens, et en fait ce ne sont que des noms qui, à part Aymeric, je pense que c'est le seul, ce ne sont quasiment que des noms qui n'existent pas en fait dans notre monde à nous, donc du coup ce sont que des noms très particuliers, et en plus de ça il y en a beaucoup qui se ressemblent, qui ont des consonances très proches, et du coup je trouvais que c'était vraiment galère de s'y retrouver, puisqu'au tout début on a juste en fait un... Voilà, on a juste ça avec les aînés et le nom, l'autre nom. Donc vie c'est Leisha, étoile c'est Denia, etc. Mais c'est la seule chose qu'on a et on n'a pas du tout les trucs par rapport au nom des humains. Du coup c'était souvent assez compliqué de s'y retrouver, et puis dans la dernière partie ils ne sont jamais appelés par leur nom simple, donc vie, mort, etc. Ils ont que les noms compliqués. Donc voilà, et puis en plus de ça c'est un récit qui est écrit complètement au passé avec des tournures de phrases parfois très alambiquées et des conjugaisons que clairement on croise pas dans la vie de tous les jours. Trop laborieux pour que ce soit vraiment une bonne lecture, c'est dommage parce que l'univers était intéressant. Et du coup donc celui-ci je lui ai mis la note de 14 sur 20. Ensuite j'ai donc lu Que la mort soit douce par Laetitia Danaé, on reste aux éditions Plume Blanche ici, et c'est ici aussi un premier tome. C'est une série qui est prévue en 2 tomes, je crois que c'est également le cas pour les aînés. Du coup dans ce récit, comme la couverture le laisse entendre,
On va donc avoir un récit qui parle de la mort et on va suivre en fait, à nouveau c'est un récit qui est en 2 parties et à nouveau c'est un bémol pour moi dans ce roman. On est sur un récit donc en 2 parties. Dans la première partie on découvre Catel qui est une lycéenne qui a la particularité de voir des fantômes quasiment depuis toujours. Elle a un contexte de vie qui est pas très sympa et elle a du mal dans sa vie. On va la voir quand elle commence à avoir les premières apparitions de son pouvoir de Santa Muerte qui arrivent, et puis quand elle va devenir du coup une Santa Muerte. Et ensuite on a une ellipse de 12 ans, et on la retrouve du coup 12 ans plus tard, elle est vraiment une Santa Muerte. Donc, alors dans le récit, une Santa Muerte c'est une faucheuse, point. Du coup ensuite il y a une histoire avec des choses qui perturbent en fait. En gros il y a les semeurs de mort et les semeurs de vie, et apparemment il semblerait qu'il y ait un souci dans l'engrenage qui fait que tout ça ne fonctionne pas bien, qu'il y a des ordres contradictoires qui sont envoyés, etc. Pour moi oui, les 2 problèmes dans ce récit, c'est tout d'abord que la coupure entre les deux de 12 ans est clairement hyper longue. À nouveau je pense que ça aurait peut-être mérité de faire plutôt des chapitres alternés et une seule grosse partie, enfin ouais, une seule partie mais avec des chapitres alternés. Et puis l'autre vrai problème qu'il y a pour moi dans ce récit, parce que le problème de narration on va dire que c'est juste que ça a cassé un peu le rythme et que je trouvais ça dommage. Petit aparté, je me suis rendu compte au montage qu'il manquait un bout de mon explication, sauf qu'en fait l'autre souci du roman pour moi était vraiment pointé du doigt à la toute fin du récit. Du coup c'est pas du tout un spoil, puisqu'en gros si on veut, l'enquête est déjà résolue, en tout cas pour la partie de ce premier tome. C'est déjà résolu, et à la fin du coup les Santa Muerte décident de se rendre ensemble au Dios de los Muertos, donc au jour des morts au Mexique, qui est donc la fête dans laquelle on voit justement les Santa Muerte. Du coup donc elles s'y rendent et elles en discutent. Donc au début c'est une des Santa Muerte qui demande: alors que penses-tu du Dia de los Muertos? C'est surréaliste, répondis-je enfin à l'attention de Kimiko. Je pensais pas qu'il soit possible de déambuler dans le monde des vivants avec nos sanas à l'air libre. Les sanas c'est donc les marques sur le visage. Les habitants de ce pays ne renient pas à la mort, nos visages n'effraient personne, pas même les enfants. À leurs yeux, nous représentons le pont entre la vie et les proches disparus. Ils se trompent, nuancai-je sombrement, s'ils découvraient ce que nous faisons réellement. Kimiko eut enfin sourire. Ils se trompent, oui, et leurs croyances sont lacunaires. Un petit peu plus bas, j'ignorais tout de ces traditions. Donc voilà pour moi le vrai problème de ce récit, c'est que pour moi dire en fait les croyances sont lacunaires, c'est grave quoi. Là donc de dire que les traditions de Dia de los Muertos, comme on les entend dans d'autres mondes, dans la culture mexicaine avec les Santa Muerte etc, non c'est des conneries, c'est pas des ponts entre la vie et la mort, c'est juste des faucheuses, et l'autrice qui dit ça, pour moi ça c'est un souci. Ça c'est un souci parce que voilà, ça renie en fait les traditions qui existent. En plus de ça, donc ça fait quand même 12 ans que Catel est une Santa Muerte à ce moment-là, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle découvre les traditions, donc ça pour moi c'est encore un truc qui franchement me fait tiquer. J'ai vu tout ça et là je me suis dit ok, donc en fait Laetitia Danae a vraiment juste choisi les Santa Muerte pour leur aspect esthétique. Certes c'est la mort, elle pue etc, mais elle a choisi ça pour leur aspect esthétique, puisque c'est absolument pas pour l'aspect croyance, étant donné que non, elle a décidé que dans son truc les Santa Muerte c'était des faucheuses. Donc du coup, arrivée à la fin de cette lecture, je me suis renseignée, j'ai cherché un petit peu sur internet ce qui se disait sur les Santa Muerte. Alors déjà il y a très peu de ressources en français, elles sont vraiment très limitées et sont quasiment exclusivement liées à l'univers du tatouage. Par contre il y a l'air d'avoir un peu plus de choses en anglais et en espagnol, mais j'avoue que j'ai pas forcément cherché de ce côté-là. Il existe un reportage en 10 épisodes je crois de France TV Splash, 10 épisodes assez courts que j'ai regardé du coup en entier pour voilà, avoir toutes les... Enfin voilà, essayer de me documenter sur le sujet. Et donc ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en fait dans les croyances européennes, on a tendance à mélanger, en fait à mettre en un seul deux traditions différentes qui sont assez liées, qui sont celles des Santa Muerte et celles des Catrina. La Santa Muerte c'est une faucheuse moche en squelette avec une grande faux qui tue des gens. La Catrina c'est ce qui est devenu maintenant l'effigie un petit peu jolie qu'on utilise à Halloween ou dans les clips etc, qui est donc cette femme avec le masque de mort et puis la couronne de fleurs. Et ça c'est dérivé de quelque chose qui au départ était un squelette aussi, mais avec effectivement un chapeau de fleurs etc, qui représentait je crois une femme assez haute dans la société ou quelque chose comme ça, enfin bref voilà, et c'est ça ensuite qui a dérivé en la version un peu plus jolie comme on la connaît maintenant. Mais ça ce sont donc les Catrina et non pas les Santa Muerte.
et les deux sont assez confondus. Mais dans tous les cas, effectivement, chez eux, la Santa Muerte et la Catrina, la Catrina, je suis même pas sûre que ce soit une faucheuse, mais en tout cas la Santa Muerte est une faucheuse, mais qui effectivement a une espèce quand même de pont entre la vie et la mort, qui peut protéger des gens en l'échange d'une croyance très très forte et de sacrifice, etc. C'est quelque chose qui est assez sombre, qui est pas mal affilié également au monde des gangs, notamment pour ce qui est vraiment de la Santa Muerte et non pas de la Catrina. Donc voilà, du coup ce qu'on trouve assez facilement, donc effectivement sur la couverture de ce livre et dans les images, ce sont bien des Catrina qui sont montrées et non pas des Santa Muerte. Et puis en plus dans ce livre quand même on voit bien que c'est pas non plus complètement étranger étant donné que la Santa Muerte suprême s'appelle Catrina. Voilà. Donc voilà, pour moi ça c'est quelque chose qui m'a vraiment posé souci dans ce récit, c'est que du coup je ne comprends pas l'intérêt de choisir la tradition des Santa Muerte si c'est finalement pour ne pas en choisir la tradition, mais juste l'esthétique qui en plus donc est l'esthétique des Catrina et non pas des Santa Muerte. Donc voilà, du coup forcément mon avis sur ce récit est assez mitigé, j'ai du mal à me fixer dessus, j'ai du mal à fixer une note dessus, puisqu'en fait on va dire que s'il y avait juste le reste du récit, le fait que ce soit pas très développé, etc. Sur cet aspect là, le problème de rythme, je crois que je lui avais mis quelque chose comme 14, quelque chose comme ça, 13-14, mais ce problème là vraiment pour moi est problématique et fait que probablement je n'irai pas la suite, etc. Donc voilà, ça fait baisser ma note. Après je sais pas, est-ce que parce que c'est quelque chose qu'on juge problématique, du coup la note doit être vraiment mauvaise. Je comprends ceux qui notent comme ça, je sais pas. Donc voilà, pour ce qui est de mon avis là-dessus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, j'ai découvert le dernier roman de Davide Morossinotto, La fleur perdue du chaman de K, aux éditions de l'École des loisirs. J'avais beaucoup aimé Les bleuissantes lumières des 2 étoiles rouges et j'ai également bien apprécié Les Vous du même auteur. Donc c'est un auteur italien. Et du coup cette fois-ci il nous entraîne en fait dans les années 80 au Pérou. On suit l'histoire de 2 enfants en fait qui vont se rencontrer à l'hôpital. D'un côté on a Laila qui est la fille d'un diplomate finlandais qui du coup a grandi dans plein de pays différents et qui actuellement est au Pérou et à laquelle on va diagnostiquer une maladie grave qui existe réellement et qui lui réduit très fortement son espérance de vie. Et en face on a le personnage de El Rato qui est un jeune garçon qui a passé toute sa vie à l'hôpital. Laila en fait quand elle va apprendre qu'elle est aussi malade que ça va vraiment être un énorme choc pour elle et elle va très peu de temps après faire donc elle rencontre El Rato et ils vont faire en fait la découverte d'un journal qui parle d'une fleur perdue qui est utilisée, qui est possédée par le chaman de K. Et qui se trouve dans la forêt amazonienne. Donc la forêt amazonienne est au nord du Pérou. Ils sont au départ à Lima, qui est à peu près au centre, qui est donc la capitale. Et du coup, Laila en fait décide de s'enfuir pour partir chercher cette fleur, puisqu'elle pense qu'en fait c'est le seul dernier espoir qui lui reste, puisqu'il n'y a pas de traitement pour sa maladie. Et El Rato décide de l'accompagner, puisqu'il n'a pas vraiment d'attache. Il est parti du coup ensemble et on va suivre tout leur périple. Pour ma part je suis déjà allée au Pérou et du coup j'ai trouvé ça franchement très très chouette de retrouver plein d'endroits auxquels je suis allée, même s'ils ont changé entre temps et l'auteur en parle. Mais voilà, on va dire que pour ce qui est de Lima, la capitale, le voyage jusqu'à Cusco, le train ensuite pour aller jusqu'à Aguascalientes qui est la ville en bas du Machu Picchu, etc. Enfin ça c'était vraiment hyper chouette de retrouver tout ça. Après pour ma part je suis pas du tout montée plus haut dans la forêt amazonienne, mais voilà, en tout cas on va dire que sur la moitié du récit ce sont des endroits par lesquels je suis passée, donc c'était vraiment très chouette de voir ça dans le roman. Et puis donc on a toute leur aventure. C'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié, j'ai trouvé les personnages très touchants. Alors à nouveau on est sur un titre un peu enrichi, mais c'est pas autant le cas que sur son précédent, dans le sens où voilà, en fait on a plutôt comme par exemple ici des jeux au niveau de la typographie, voilà. Parfois des cartes également, et puis des pages noires ou beaucoup plus sombres qui font référence aux esprits, aux rêves et ce genre de choses. Mais voilà, c'est un récit du coup avec lequel j'ai vraiment passé un chouette moment, j'ai trouvé ça très sympa. Il est assez long comme la plupart des romans de Davide Morossinotto, mais ça se lit vraiment très bien. Après, pour moi dans ce récit j'ai quand même trouvé 2 petits bémols, 2 petites choses.
La première, c'est que j'ai quand même toujours un peu de mal avec les récits d'enfants qui partent à l'aventure tout seuls. Alors il y a des adultes dans ce récit, donc ils sont pas complètement livrés à eux-mêmes, mais quand même ils décident de s'enfuir, en sachant que Layla est donc la fille d'un diplomate. Bon, j'ai trouvé ça toujours un peu énorme, mais il fallait bien un point de départ pour cette histoire. Ça m'avait moins gêné dans l'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges parce que c'est quand même un contexte un peu particulier dans lequel on mettait on mettait les enfants dans des trains pour partir de leur famille, et puis après on gardait pas forcément beaucoup de compte parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, etc. Donc voilà, c'était un peu différent. Ici, bon voilà, ici c'est un peu différent, en tout cas pour Layla je trouve. Et puis l'autre petit bémol pour moi qui est dans ce récit, c'est qu'on est quand même du coup sur des enfants. Je crois pas qu'on ait exactement leur âge, mais on dit à un moment que la maladie de Layla se déclenche en gros en période scolaire entre 7 et 10 ans. Donc je pense qu'elle a une dizaine d'années à peu près. Et on parle dans ce récit de sentiments amoureux, et El Rato se pose des questions par rapport à l'amour et par rapport à d'autres choses. Je trouvais ça un peu étrange et franchement indispensable pour le récit. Je pense que c'était vraiment pas nécessaire de rajouter cette espèce de point un petit peu de romance avec des questions bizarres dans le récit, que ça apportait pas grand chose et que le récit aurait été tout aussi beau avec juste une amitié entre les deux, en sachant que voilà, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment une romance, mais on va dire qu'il y a des questionnements. Après c'est un détail dans le récit. Mais voilà, en tout cas j'ai passé un bon moment avec ce titre et vraiment encore une fois je vous recommande très très chaudement de découvrir les récits de Davide Morosinoto. Je vous conseille vraiment l'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges qui est une merveille. Et du coup celui-ci je lui ai mis donc la note de 16 sur 20. Et pour terminer, j'ai donc lu Les cendres du serpent-monde par Marine Sivan aux éditions Scrinéo. C'est un titre que j'ai reçu de leur part. Donc celui-ci c'est un service presse, donc les dossiers du voile aussi, et le Davide Morosinoto également. Donc dans Les cendres du serpent-monde, on suit l'histoire d'un homme qui est en gros un guide dans une espèce de jungle. On ne précise pas exactement où c'est, je pense que c'est un univers plutôt inventé, mais qui s'inspire on va dire de l'époque coloniale et de l'Amérique centrale, puisqu'après on nous parle quand même d'une pyramide, donc ouais, je pense que c'est plutôt d'Amérique centrale. Et en gros on va suivre notre narrateur qui est un homme qui s'appelle Eric, qui a vécu dans la forêt avec les Nati, qui sont en gros le peuple local. Il va en fait se faire embaucher par un homme qui s'appelle Silas et qui rêve du coup de rencontrer ces autochtones, les Nati, pour apprendre des choses on va dire sur leur culture. C'est un petit peu flou au départ. Du coup Eric lui c'est un homme qui n'a pas beaucoup de scrupules et qui accepte de l'accompagner, qui est pas très regardant, et du coup ils partent dans la forêt avec également son fils et puis le fils de Silas et puis un autre homme qui est en gros leur homme de main. Et lui donc leur sert de guide, sauf que depuis le début nous on sait que Eric est rongé par une personne en fait qui l'a tué, une femme Nati qui l'a tué, et alors qu'elle prenait soin de lui, etc. et qu'ils ont vécu ensemble, donc voilà, du coup on a lui avec tous ses remords, etc. C'est un récit que j'ai pas franchement apprécié, principalement parce que j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose. Et que le personnage principal, le narrateur, je l'ai trouvé absolument détestable. Du coup voilà, comme je disais, c'est un homme qui a tué quelqu'un, qui s'en veut un peu, qui a des remords et qui passe son temps à taper sur les autres, à tuer des gens, à lancer des menaces de mort. Enfin voilà, en fait si on enlève toutes les scènes où il se tape dessus, où il s'insulte, où il se menace et où il parle des gens qu'ils ont tués et de pourquoi t'as tué machin, il reste pas franchement grand chose dans le récit quand même, hein. Alors certes ça parle pas mal de rédemption, de culpabilité, mais franchement après l'histoire en elle-même je trouve qu'elle avance pas beaucoup, et que si on enlève tout ça le récit est très court et du coup que c'est pas très creusé. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez dommage. Il y avait quelques thématiques un peu intéressantes. Bon alors sur la rédemption je trouve pas que ce soit un livre hyper intéressant. Le point positif qu'il y avait pour moi c'était par rapport au colonialisme, aux relations avec les peuples autochtones, etc. Mais je trouve que du coup c'est assez survolé et que c'est parfois peut-être un peu maladroit. Et puis vraiment ce narrateur était insupportable. Donc voilà. Du coup ça n'a pas été une franche réussite avec moi. Mais j'ai vu que ça a été un coup de cœur pour certaines personnes, donc je pense vraiment que ça dépend des gens. Peut-être aussi que je l'ai pas exactement lu au bon moment, peut-être que j'aurais pas dû enchaîner 2 lectures qui se passaient un petit peu comme ça dans une espèce de jungle, etc. Mais ouais, c'est un titre qui m'a pas franchement convaincue. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo de lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu peut-être certains de ces titres, s'il y en a certains qui vous intéressent. Et puis donc pour ma part, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!